Alors, ben, écoutez, ce soir, on a une grosse soirée, mais avant de débuter, là, honnêtement, je vais essayer de me limiter dans le temps là, et avec le matériel qu'on a sous la main. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez comprendre cette phrase que je suis en train de vous dire. Le matériel historique, en fait, des archives de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeûnerette est un matériel extraordinaire. Ce que je vais vous montrer ce soir, ça va être un échantillonnage très mince de la totalité de ce qui se trouve dans les collections de la paroisse Saint-Ambroise. Mais avant de débuter, vous savez qu'en 2022, l'année 2022 a très mal commencé pour la Société d'histoire, puisque, en fait, nous avons été victimes dans la bâtisse du Centre Saint-Louis d'un dégât d'eau majeur, en fait, essentiellement un gros tuyau d'eau a éclaté au 4e étage de la bâtisse et l'eau a coulé, en fait, jusqu'au rez-de-chaussée et nous a inondés là, carrément. On a dû en panique sortir le matériel. En dedans d'un peu plus de 24 heures, à peine plus de 24 heures, tout était sorti du local de la Société d'histoire. Les dégâts ont été majeurs pour la bâtisse, mais mineurs pour nos collections. Ça, il faut croire qu'il y avait quelqu'un derrière nous qui nous protégeait. Puis, ben, on a eu des bris et des pertes informatiques là, avec des trucs qui se remplacent essentiellement, là, dont on avait des copies. Puis bien, on nous avait annoncé, là, les nouvelles n'étaient pas bonnes, là, que les travaux de reconstruction là, allaient pouvoir peut-être prendre non pas des jours ni des semaines, mais des mois. Alors, des mois, c'est 2 et plus. Là, puis il était question à un moment donné que ça pouvait aller jusqu'en septembre. Alors, il y a quelques semaines, là, 2 ou 3, là, je ne sais plus, j'ai eu un appel de la ville pour me dire que là, c'était terminé et qu'on était prêt à rentrer le matériel dans notre local. Alors, la semaine dernière, en fait, le mobilier qui avait été entreposé dans un entrepôt à Québec, en ville, a pu rentrer à l'intérieur. Là, donc, tout ce qui était bibliothèque, filière, chaises, tables, etc. Puis, aujourd'hui, sous la gestion de notre collègue Francine et avec la présence également de Hugo, les boîtes. Hein, aide-moi, Francine, c'est combien de boîtes à peu près au total, estimé autour de 400? Mettons autour de 400, 4 à 500, plus ou moins. On ne les a pas comptées une par une. Donc, autant nos boîtes d'archives, les archives qui se trouvaient dans des filières, les boîtes de livres, tout ça avait été sorti en urgence pour les protéger, avait été logé au centre municipal, donc dans l'édifice de Giguère. Puis aujourd'hui, ben, ça a rentré, non pas dans le local, mais en tout cas dans un endroit sécurisé tout près du local. Puis là, ben, là tranquillement, non plus dans l'urgence, on va pouvoir re-rentrer le matériel et le reclasser en ayant préalablement, bien sûr, nettoyé tout ça là, et assaini là, pleinement le local qui est tout beau, tout reconstruit. Un beau plancher neuf, un plafond neuf, des murs neufs. Puis c'est ça. Là. Puis on va rentrer plein de vieilles affaires là-dedans. Question de reclasser nos souvenirs et notre mémoire collective. Alors, je voulais en profiter pour remercier là, tous ceux qui sont intervenus là, et surtout Francine Trudel là, pour la gestion de tout ça. Merci Francine encore une fois. Alors, ben, ce soir, en fait, on parle des archives du presbytère ou de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeûnerette. Je vais vous faire une petite mise en contexte rapide. Euh, euh, on a, on a évoqué, en fait, il y a quelques années, le 225e anniversaire de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeûnerette. Vous savez que la paroisse a été créée en 1794. Et donc, on a souligné le 225e anniversaire. Et c'est là qu'on a établi un contact avec la paroisse, là, un contact plus important avec la paroisse, et qu'on a commencé à réfléchir sur les archives, ce qu'ils avaient, comment on pouvait les aider, etc., etc. Un grand contact a été fait, entre autres, par Hugo Chouinard, là, notre administrateur, avec les gens de la paroisse. Puis, de fil en aiguille, il y a eu la question de la réfection du presbytère. Là, je ne sais pas si vous êtes passé d'ailleurs récemment sur la rue Racine. Je ne sais pas si vous avez pu admirer
au soleil couchant, l'éclat du toit à la canadienne qui est neuf sur le presbytère. C'est magnifique. Alors, donc, il y a eu une campagne de financement à partir de l'année dernière. On a fait un mercredi d'histoire là-dessus également l'année dernière. Puis, de fil en aiguille, bien, on a compris collectivement, autant nous à la Société d'histoire que les gens au presbytère ou dans les bénévoles de la fabrique et tout ça, qu'il y avait un grand intérêt, en fait, pour les collections, autant en papier qu'en artefacts, qui se trouvaient là, à plusieurs endroits, là, au presbytère à l'église ou dans les autres bâtiments là, que possède la paroisse. Donc, le presbytère, la paroisse, nous ont ouvert les portes afin qu'on puisse, en fait, je ne sais pas comment nommer ça, là, mais échantillonner d'abord, prendre connaissance de l'ensemble des possessions archivistiques diverses qu'on retrouvait au presbytère. Puis bien, je suis allé passer une demi-journée, entre autres avec Denis Paul, mais également et surtout avec Hugo Chouinard, qui, avec des appareils de numérisation portatifs, nous ont permis, en fait, de prendre des copies de plusieurs documents dont on connaissait l'existence pour certains d'entre eux, mais loin de connaître l'existence de tous les documents. Puis tout ça fait en sorte qu'on a ramassé quelques pièces, on a pris des copies, en fait, de certains documents que je vais vous montrer ce soir. On a aussi pris des photos d'objets, plusieurs objets, en fait, qui ont été sauvés, notamment à la suite de l'incendie de février 1967 de l'église là, que plusieurs d'entre vous avez connue, qui a brûlé donc en février 1967. Donc, on a pris des photos de certains objets qui sont encore soit utilisés ou conservés par les gens de la paroisse dans dans des rituels divers. Puis, certains vont vous rappeler des souvenirs, assurément, parmi les objets, parce que vous les avez peut-être vus dans l'église. Puis, sinon, les documents qu'on va vous montrer, c'est sûr que je vous montre le premier document, puis on en a pour 4 heures à jaser. Alors, on va essayer de se limiter, puis on va essayer de vous faire voir, en fait, certains de ces documents-là, puis ouvrir un intérêt qui pourra se réactiver sans doute dès l'année prochaine ou dès les prochains mois ou semaines, je ne sais pas comment le dire, là, avec les sympathiques personnes qui s'occupent de l'administration de la paroisse Saint-Ambroise. Alors, sans plus tarder, si vous me permettez, je vais vous partager mon écran. Et comme à l'habitude, je vais vous inviter à prendre la parole si vous avez une question ou un commentaire en lien avec ce que vous voyez, puisqu'au moment où je vais partager mon écran, moi, je ne vous verrai plus. Je vais cependant vous entendre sans problème et voir votre nom apparaître à l'écran lorsque vous allez prendre la parole. Alors, il ne faut pas se gêner, c'est l'objectif des mercredis d'histoire, de jaser, d'échanger, puisque à la gang, on sait tout. À la gang, on en sait plus qu'individuellement. Alors, il ne faut pas se gêner. Puis, c'est la mission de la Société d'histoire. Alors, bienvenue à tous, profitez-en. Puis, je m'organise pour vous partager mon écran dès maintenant. Donnez-moi juste une petite seconde. Vous savez, il y a 2 délais dans ces affaires-là. Voilà, voilà. Alors, normalement, vous devriez voir la page titre de ma présentation, les archives de la paroisse Saint-Ambroise de la Génorette, présentées donc par la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Je vais le mettre en mode diaporama dans un instant et vous allez pouvoir le voir en plein écran, à moins que je me trompe. Alors, normalement, ça va bien. Alors, bienvenue et profitons-en tous ensemble. C'est notre dernier mercredi d'histoire de la saison 2019, ouais, 2021-2022. Alors, profitons-en collectivement tous ensemble. Alors, les premières choses que je vais vous montrer, en fait, ce sont des décorations qu'on trouvait à l'intérieur de la 3e église, qui sont conservées là, au sol de l'église actuelle et qui avaient été retirées avant, en fait, l'incendie de février 1967. Donc, évidemment, vous comprenez qu'ils n'ont pas brûlé, hein. Alors, ce sont des genres de gros médaillons, là, je ne sais pas comment le nommer exactement. Il y en a 4, puis vous en voyez 2 pour le moment.
qui sont accrochés là, dans un rangement là, au sous-sol de l'église actuelle. Alors, certains, là, on a des photos. Il y a une photo dans le livre que vous avez sans doute acheté toutes et tous, là, qu'on a produit en 2019, dans lequel on voit l'intérieur de la troisième église où on voit justement ces médaillons. Là, je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Alors, voilà. Donc, on a cette photo-là et on en a une autre d'un peu plus proche de côté où on les voit également. Évidemment, c'est des médaillons là, en bois avec des dorures, puis honnêtement, là, les significations des décorations le dessus, là, je ne pourrais pas vous en parler. Puis, mais clairement, ce sont des belles pièces là, sculptées là, qui étaient présentes à l'intérieur de la troisième église. Je sais que Denis Paul a des choses, a des connaissances en lien avec ces médaillons. Je ne sais pas si Denis veut prendre la parole là, pour expliquer un peu la raison pour laquelle ils ont été sauvés de l'incendie. Bien, ils avaient été décrochés avant les Voilà. réparations, comme en 1963-64 à peu près. Là. Avant à la suite, dans le fond du concile, là, il y avait renouvelé le cœur et puis ces blasons-là, ils ont été enlevés. Ils ont été, comme on voit, entreposés et peut-être mal entreposés. C'est que ce que vous voyez de noir dessus, ce n'est pas de la suie. C'est comme un petit champignon qui se dépose sur ces blasons-là. Ça prendrait un nettoyage et puis une restauration qui coûterait des centaines de dollars et des centaines de milliers de dollars. On a voulu les donner au Musée de la civilisation. Ils n'ont pas voulu les prendre à cause de la contamination. Alors, merci, Denis. Alors, donc, ils avaient été retirés, comme a dit Denis, là, au début des années 60, lorsque le culte catholique s'est un peu modernisé, on va dire ça comme ça. Ah, donc, avant, bien sûr, l'incendie de 67. Sinon, tout près de là, la photo est un peu étrange, j'en conviens. Là, on voit un néon au plafond, des fils électriques, le dessus d'une armoire et tout ça. Mais là où je veux attirer votre attention, bien sûr, c'est l'objet qu'on retrouve là, argenté, qu'on retrouve sur le dessus de l'armoire. Si je ne me trompe pas, aidez-moi quelqu'un, c'était une lampe c'était un morceau d'une lampe qui était à l'intérieur de la troisième église également. C'était la lampe du sanctuaire. Voilà. Il y a deux morceaux, puis dedans, le sacristain nous a dit qu'il y avait les anges. Là, on voit des petits trous sur le côté. Là, il y avait des anges qui supportaient les chaînes dans ce cas-là. C'était la lampe du sanctuaire. Donc, qui est entreposée également au sous-sol de l'église actuellement et qui, on le souhaite, en fait, pourrait éventuellement là, être montré au public là, dans une exposition ou quelque chose comme ça là, pour souligner, en fait, l'existence là, de la troisième église. Donc, il y a une autre image de cette lampe-là, donc, qui a été préservée également là, à la suite de l'incendie. Donc, ça, c'est dans le sous-sol de l'église actuelle, dans un rangement. Alors, en visitant certains lieux dans l'église, on nous a présenté, là, lors de notre visite, là, certains objets de culte. Ici, à moins que je me trompe, c'est un encensoir. Puis, c'est un objet là, qu'on utilisait là, avant l'incendie de 1967, donc a été utilisé dans l'église antérieure et qui est peut-être encore utilisé relativement au quotidien là, présentement. Là, je ne pourrais pas valider cette information-là. Donc, encore une fois, c'est un objet argenté relativement ancien qu'on trouve là, dans les collections d'objets de l'église de la paroisse Saint-Ambroise. On l'utilise surtout pour les funérailles. Oui, Mme Falardeau, merci beaucoup. Les événements, les grandes fêtes, comme là, on vient d'avoir Pâques. Oui. Alors, c'est encore utilisé pour ces grandes cérémonies-là. Merci beaucoup, Mme Falardeau. Alors, si je poursuis, on en a un autre ici, là, aidez-moi dans le vocabulaire du culte catholique. C'est un calice, Mario. Merci, Denis. Alors, Calice. la phrase pourrait être prise hors contexte. C'est un calice, Mario. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est un bel objet, encore une fois,
doré qui se retrouvait, là, était utilisé là, dans l'ancienne église, encore une fois. Donc, vous voyez que malgré le désastre, hein, parce que l'incendie de février 1967 est clairement un désastre dans cette petite communauté qui est Loretteville et qui est la paroisse Sainte-Ambroise en Jeune-Lorette. Malgré le désastre, le souvenir est clair de l'église d'avant 1967, bien sûr, mais ce souvenir-là passe à travers aussi là, une mémoire à travers des objets, puis à travers des gestes qui ont été posés autour de ces objets-là. Puis en voici encore un bel exemple. Donc, on a deux autres objets ici là, qui vont ensemble. Ce sont des burettes, Mario. Merci Denis. Merci. Ils font partie d'un ensemble avec le calice que tu as montré. Oui. Il y a une grande patine, il y a les burettes, puis il y a le plateau. Oui. Et cet ensemble-là, au complet, était dans une voûte au sous-sol de l'église. Oui. Et le dimanche après le feu, on est rentré par la sacristie, il appelait ça la sacristie basse, là. On pouvait rentrer et on a été les chercher dans la voûte. Et quand on a ouvert la boîte, c'était tiède, là. Les objets étaient encore relativement chauds. Là. Ils n'ont pas fondu, là, mais on a vu qu'il y avait eu un petit peu de chaleur. Mais la voûte étant elle-même sécuritaire, là, il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau. D'accord. Alors, on voit que les deux objets, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, sont différents dans le haut, là, vis-à-vis le bec verseur. Là. Donc, ils sont différents. Puis, il y en a un qui a un petit code rouge. Là, puis, si je me souviens bien, l'autre avait un petit code vert aussi, là, lorsqu'on les a vus. Il y en a une qui sert à l'eau, puis l'autre sert au vin. C'est ça. Donc, c'est probablement que le rouge sert au vin, n'est-ce pas, M. Godreau? Même si c'est un vin blanc. Sûrement. Mais tu regardes sur le dessus, Mario, il y en a un, c'est une grappe de raisin sur le dessus. Ici, puis l'autre, c'est un coquillage, là, ça rappelait. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un bon truc également. Alors, j'imagine... Oui, allez-y. Si je pouvais revenir sur l'encensoir, moi, pour servir aux funérailles, cet encensoir-là est beaucoup plus facile à utiliser que les encensoirs neufs qui nous sont remis. Là. Ouais. Entre autres, là, c'est facile de le fermer pour pouvoir encenser parce que les autres, là, c'est difficile. Il y a un anneau qu'on descend, là. Ouais. Lui, il descend facilement, c'est-à-dire que les autres encensoirs, c'est difficile. Merci beaucoup, M. Godreau, pour votre précision. Il y avait un petit frère qui lui ressemble, qui se renversait tout le temps. Là. Ah oui. Par expérience de servant de messe. De servant de messe. Oui. Alors, voici, donc, on était rendu ici. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, on avait aussi un autre objet qu'on retrouvait là, avec les objets précédents. Si ça a un nom particulier, aidez-moi. Une patine, Mario. Merci. Merci beaucoup, Denis. Qui était toute décorée là, à l'endos, là, comme vous voyez. Là. Puis, c'est un superbe objet là, qui a été préservé encore une fois. Voilà, je passe au suivant. Vous voyez que sur cet objet-là, il y avait une étampe là, qui permettait d'identifier sa provenance, puis même un numéro qu'on retrouve ici là, plus bas. Alors, si je poursuis, alors on a un autre calice. Aidez-moi, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Qui également là, fait partie là, de cette collection-là d'objets, en fait, qui sont dans les archives. Dans les archives, en fait, des archives qu'on utilise là, pour certaines, là, au quotidien ou hebdomadairement lors des cérémonies dans l'Église actuelle. Bon, ici, là, on a un superbe bouquin, un livre. Puis, quand on a ouvert la page lors de notre visite, on a découvert, en fait, à la première page, l'inscription suivante. Alors, c'est un livre, en fait, qui avait été remis au très révérend messire François Boucher, curé de Saint-Ambroise, par ses paroissiens pour le 50e anniversaire de prêtrise, le 16 août 1879. Donc, vous voyez que c'est un document exceptionnel. Donc, on connaît la rue Boucher à Loretteville, là, ceux qui sont de Loretteville. Eh bien, le curé Boucher a donné son nom à cette
rue. Eh bien, en 1879, on lui a remis, les paroissiens lui ont remis ce bouquin. La paroisse d'alors était énorme. C'était la paroisse là, ancienne de Saint-Ambroise là, qui a repris en fait ses limites plus ou moins aujourd'hui. Là. Et ben voilà, les paroissiens de partout dans cette immense paroisse avaient offert ce document au curé de la paroisse. C'est un missel romain. C'est un missel romain. Voilà. Superbe inscription. Alors, sinon, ici, vous savez que la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette a inclus, en fait, pendant un certain temps, le secteur de la paroisse, le secteur de Valcartier, au nord. Et aujourd'hui, ben, c'est encore le cas avec la réunion des paroisses et l'unification des territoires. Ben, les paroisses ont joint, on a joint en fait à Saint-Ambroise le secteur de Valcartier. Puis on a trouvé en fait dans un endroit sécurisé un livre, en fait, un plan du cimetière avec des inscriptions là, du cimetière catholique de Valcartier. Donc, c'était à la suite de l'ouverture du nouveau cimetière. Là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais ici, là, où j'entoure avec ma souris, c'est écrit New Cemetery, donc le nouveau cimetière, qui datait, là, à ce qu'on m'a dit, des années 60, là, après avoir consulté les gens de Valcartier, là, qui sont ici ce soir, là, dans la salle, je crois bien. J'ai envoyé cette photo cet après-midi à Alison Kirkwood là, de Valcartier, là, les gens qui s'impliquent dans la Société d'histoire de Valcartier. Là, Puis, ben, c'est ça qu'on m'avait dit dans une discussion il y a quelques temps, que c'était autour des années 60. Voilà. Donc, ça se trouve à Saint-Ambroise, sur la rue Racine maintenant. Sinon, à l'intérieur du presbytère, il y a plusieurs objets anciens, en fait. Je vais vous raconter, moi, je suis rentré dans le presbytère pas très souvent dans ma vie. Je suis probablement rentré, en tout cas, j'imagine, autour du moment où je me suis fait baptiser il y a bientôt 50 ans. Puis, je n'ai pas de souvenir de ça, vous le comprenez bien. Puis, je suis retourné il y a quelques années lorsque j'ai dû discuter avec le curé à titre de futur parrain de mon filleul Guillaume Paul, donc le petit-fils de Denis. Puis sinon, je n'étais jamais retourné là de ma vie, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Puis je suis allé en fait récemment là, pour la campagne de financement là, pour refaire le toit. Et je n'étais jamais allé plus loin que le portique de mon souvenir. Puis là, bien, en rentrant par le portique, on voit là, tout près de l'escalier central certaines pièces. Puis dans un présentoir là, vitré, comme vous voyez, là, on a cette collection de vaisselle ancienne qui est de la vaisselle là, qui fait partie là, d'un style ou d'une mode qu'on appelle là, Blue Willow, là, qui date de la fin du 19e et du début du 20e siècle, plus ou moins. Là. C'est clairement des impressions comme celle-là qu'on retrouve sur ces pièces de vaisselle-là, donc qui doivent être centenaires, là, certainement. Alors, il y a plein de surprises, puis je vous montre juste un échantillon de ce que j'ai pu apprécier dans les collections, en fait, d'objets anciens et de documents anciens de la paroisse Saint-Ambroise. Voici un autre objet, en fait, qu'on retrouve également, là, cette fois-ci dans le presbytère, et qui est conservé là, dans les archives, dans la collection d'objets anciens là, qui provenaient là, des églises antérieures. Si je continue. Alors là, je vais tomber dans la catégorie des documents variés. Écoutez, une paroisse, je pensais, naïvement sans doute, vous allez dire, que ça conservait seulement des registres de baptême, mariage, sépulture et un plan du cimetière pour savoir qui est enterré à quel endroit. Mes recherches là, personnelles en généalogie m'ont amené clairement à consulter ces deux types de documents-là. Un plan de cimetière et un registre de baptême, mariage, sépulture. Mais pour être très honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de documents
dans un centre paroissial dans lequel on conserve des archives religieuses et civiles, j'oserais dire, de cette entité foncière qui s'appelle paroisse, dans ce cas-ci, Sainte-Ambroise de la Génorette. Et je vais vous présenter, en fait, quelques-uns des documents, d'abord. Puis après ça, je vais vous montrer, en fait, en départageant et en repartageant un PDF de 250 morceaux, l'ensemble de ce que nous avons numérisé lorsqu'on s'est présenté, Hugo, Denis et moi, au presbytère pour aller consulter les archives. Alors, par exemple, là, je vous ai mis une série de documents variés qui pourraient être clairement, en fait, 1001 sources de recherche pour un chercheur en histoire locale et qui pourrait, en fait, nous mener à connaître mieux l'histoire de ce territoire religieux qui a été découpé à partir de 1794 de l'ancienne paroisse de Charlebourg. Pour débuter, ici, on a un document qui s'appelle « Cahier de délibération de messieurs les syndics nommés pour la construction d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie dans la paroisse de Saint-Ambroise, comté de Québec, 1890. » Pourquoi 1890? Parce que l'église, la première église, donc celle qui a été construite au début du 19e siècle, une fois qu'on avait terminé la construction du presbytère et dans lequel on avait tenu des célébrations là, dans une chapelle temporaire, bien, la première église en tant que telle a été construite et cette dernière, bien qu'elle ait été agrandie, s'est rapidement retrouvée en fait trop petite et elle a été démolie pour construire la deuxième église à partir de 1891-92. Et c'est pas moi, là, bien sûr, la paroisse possède l'ensemble des discussions là, qui ont été notées dans un procès-verbal, là, essentiellement, autour de la construction de cette nouvelle église. Et donc, on y inclut les délibérations à partir de 1890. Cette deuxième église va être terminée en 1892 et c'est elle qui va brûler en 1908. Et c'est à partir de 1908 qu'on va, à partir des ruines de la deuxième église, ériger à nouveau les mêmes murs et construire la troisième église que vous avez probablement toutes et tous, ou presque, connue ici ce soir. Donc, voyez, premier cahier de délibération, dans lequel on trouve, comme vous le voyez ici, la première page de la première assemblée de messieurs les syndics. Là. Pour être rapide, là, je vais m'approcher. Là, on indique là, assemblée de messieurs les syndics à une assemblée de messieurs les syndics nommés pour la construction d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie, tenue au presbytère de la paroisse de Sainte-Ambroise le 17e jour, pardon, du mois de novembre 1890 à 7 heures du soir, furent présents M. Norbert Renaud, Damas Ouellette, Magloire Falardeau, Prosper Martel et Joseph Verrette, tous syndics, sur proposition faite par M. Prosper Martel, le syndic, blablabla. Donc, c'est cette première réunion-là. Évidemment, c'est des pages et des pages et des pages d'informations, de documents où on mentionne des personnes, où on mentionne des lieux, où on discute sur la construction de l'éventuelle église qui sera agrandie, donc, et érigée à partir de 1892. Alors, prochaine page. Alors ici, là, cette photo que j'adore, c'est Hugo, notre collègue, qui l'a prise. Là. C'est ce que je croyais être les archives de la paroisse, en fait. Ici, on a les documents qui ont été voyons comment on appelle ça, là, dans un livre, là, placés dans un livre, ils ont été reliés. Reliés! Eh, mon Dieu, hein, merci beaucoup, j'ai un délai ce soir, merci de m'aider. Alors, ils ont été reliés. Mais ça, là, ce que vous voyez présentement, c'est une photo des registres reliés depuis les origines. Et quand je parle des origines, je veux être très précis
Parce que bien que la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette a été formée en 1794 d'un détachement de celle de Charlesbourg, eh bien, le registre de la paroisse commence 30 ans plus tôt, en 1761. En fait, le registre qui avait été ouvert d'une manière un peu privée, détaché de toute paroisse par le missionnaire jésuite qui se trouvait à être le missionnaire chez les Hurons, eh bien, ce missionnaire-là avait ouvert un registre à partir de 1761, un registre de baptême, mariage, sépulture, et officiait autant pour les Hurons que pour les Euro-Québécois dans ces trois rituels-là, rythme la vie d'une communauté. Eh bien, lorsque l'ordre des Jésuites a été aboli et que finalement, on va voir les derniers jésuites mourir les uns après les autres jusqu'au dernier en 1800. Eh bien, rapidement, lorsqu'ils étaient malades et très âgés, le dernier missionnaire a quitté la mission pour se rendre à Québec et a laissé le registre ouvert depuis 1761. Et c'est le premier curé de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, alors Joseph Paquette, qui va non pas ouvrir, mais poursuivre la rédaction du registre de la paroisse Saint-Ambroise, à même le registre ouvert par le jésuite en 1761. Alors, c'est pour cette raison que 30 ans de registre se retrouvent dans les archives de la paroisse Saint-Ambroise, avant même que la paroisse ait été formée 33 ans plus tard, en 1794. Alors, voici quelques tomes des registres de baptême et mariage sépulture qu'on retrouve, donc qui sont les originaux, qu'on retrouve dans les archives de la paroisse. Soit dit en passant, ils sont entièrement numérisés et ils sont accessibles gratuitement en ouvrant un compte gratuitement via le site de généalogie qui s'appelle Family Search. Alors, ceux qui étaient là la dernière fois, il y a un mois, je vous ai expliqué comment faire pour avoir accès à ces registres-là. Alors, ici, on a un autre document. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs dizaines de documents là, reliés. Hein, je n'ai pas oublié le mot cette fois-ci. Alors, ici, on a les comptes des syndics. Alors, vous voyez, c'est écrit ici le syndic sur le côté également. Puis, vous voyez, là, par exemple, ici, là, en 1909, en mars 1909, là, une description là, des comptes là, qui ont été faits. Là, bon, on ne commencera pas à lire ça, ce n'est pas l'objet ici ce soir, mais si vous avez bon œil, vous remarquez certains noms qu'on voit apparaître ici, là, comme Falardeau, Verrette, Alfred Verrette. Là, vous voyez ici, là, il y a le nom Alfred Verrette. Lui, Alfred Verrette, il était peintre en bâtiment. C'est lui qui va donner naissance éventuellement à la quincaillerie également. Alors, quelqu'un qui demande quelque chose c'est Lavoie, elle dit, ou il dit, là, je pensais Madame Lavoie. Dans mes archives, j'ai trouvé des reçus de dons faits par messieurs Arsène et Baptiste Verrette. Ah, c'est Chantal, salut Chantal, je sais tu es qui. Et Baptiste Verrette pour des sommes de 2,40 $ en date du mois d'août 1893. Alors, donc, oui, certaines de ces archives-là, on va en retrouver des copies dans des maisons. Et Chantal, qui nous a adressé ce message-là dans le chat, dans la discussion, là, eh bien, elle habite une maison ancienne sur le boulevard Bastien. Et clairement, je vous raconterai son histoire une autre fois, mais elle a découvert plusieurs documents anciens dans sa vieille maison également. Alors, si je passe à la page suivante, si je réussis à passer à la page suivante, voilà, ici, il y a comme un agrandissement d'un compte où on mentionnait, là, par exemple, il y avait en main la somme de 7 piastres et 47 centimes qui a été compté et vérifié par le présent, blablabla, des syndics. Puis on signe, hein, Joseph Martel. Le deuxième, je ne suis pas certain. Je pense que c'est Joseph Dubois, mais je ne suis pas certain. Azari Jobin, L.P. Plot. Vous le connaissez, L.P. Plot, hein? C'est Louis-Philippe Plot. Alors, le ganterie Plot, là, entre autres, là, eh bien, c'est eux. On a Joseph-Édouard Durand. Sauf erreur, je pense que c'est peut-être le père
de Mme Durand qui est ici présente ce soir. On a aussi Joseph Boutette et Elzéar Martel. Donc, et voyez là, P. Lessard prêtre. Alors, donc, c'est une mine d'informations qu'on retrouve sur savoir qui était présent, qui s'impliquait, qui avait quel rôle d'influence on retrouvait dans la paroisse, dans les institutions de la paroisse, qui était impliqué, tout ça. Une mine d'or incroyable, sans fin d'informations. Alors, je vais passer à la suivante. Oups, je suis allé trop vite. Oups, je vais trop vite encore une fois. Excusez-moi. Celle-là, c'est un autre livre, en fait. C'est le registre de la confrérie du Saint Scapulaire. Alors, moi, je trouve ça merveilleux d'avoir un registre comme ça. Puis, ben, quand on tourne la première page de ce registre, on va retrouver, en fait, la liste des membres qui ont participé au mois d'août 1900 ou d'avril 1916. Alors, commençant par la lettre A, il y a Allard Émile, Auclair Gérard, on a Léopold Auclair, Louis Auclair, Paul Auclair, Charles Eugène Barbeau, etc., tous en ordre alphabétique, qui sont des gens qui ont été reçus dans cet ordre-là du Saint Scapulaire. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça faisait, là. Honnêtement, l'ordre du Saint Scapulaire, je ne sais pas s'il y a des membres encore actifs, ça m'étonnerait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu des membres actifs. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui savent à quoi servait l'ordre du Saint Scapulaire. Aidez-moi quelqu'un si vous le savez. Oh, là. Un scapulaire, c'était je ne connais pas personne qui était dans les zones, mais un scapulaire, c'est comme un petit porte-médaillon que les gens portaient sous leurs vêtements, qui pouvait contenir une relique ou une médaille. D'accord. C'est ça, j'en ai une ici. Alors, oui, c'est ça. Ben, tu sais, scapulaire, ça me disait quelque chose. Là. Effectivement, je savais que c'était lié à la possession sur soi d'une médaille ou d'un objet, mais l'organisme en soi, là, évidemment, là, je ne pourrais pas dire. C'est peut-être un organisme qui stimulait l'utilisation de ces médailles-là sur les gens, puis tout ça, là, moyennant un don à la paroisse, ou je ne sais pas exactement. Mais vous voyez la quantité de personnes qui sont membres de l'organisme. Alors, c'est vraiment fou. Là. On a juste ceux qui ont été reçus là, par l'organisme au mois d'avril 1916. Bien, là, juste dans les A et B, tu as une série incroyable de noms de personnes. Alors, encore une fois, c'est des listes de noms là, super intéressantes qui peuvent, qui tombent dans l'œil en fait, de l'historien que je suis, là, clairement. Monsieur Lucier. Vincent Savard, la parole est à vous. Oui. Un scapulaire, de mémoire, c'est des bouts de tissu qu'on portait sur la poitrine et dans le dos. Il y avait deux morceaux qui étaient reliés par des cordons. Ouais. Ça faisait comme un mini gilet de sauvetage. Oui. Puis l'utilité de ça, c'était une protection divine, j'ose imaginer. Absolument. Oui. Voilà. Merci pour la précision. Ça me fait penser à une chanson. Il y a une chanson des frères Pellerin, Nicolas et Fred Pellerin, qui mentionnent scapulaire dans une de leurs chansons. Alors, quand je parle de ça, j'entends la chanson dans ma tête. Dans ce qu'on peut voir, Mario, c'était juste des hommes. Là. C'était juste des hommes, effectivement. Là, j'allais ajouter ça. Il devait y avoir de quoi pour les femmes aussi. J'ai un autre organisme plus loin là, qui va apparaître. Puis qui a l'air plus d'être un organisme de femmes. Peut-être qu'ils sont complémentaires l'un l'autre, je ne saurais dire. Alors, Mario? Oui, allez-y. Mario, c'est Francine. Oui, vas-y, Francine. Sur un article dans la revue d'histoire de l'Amérique française avec Érudit, là, on parle de la confrérie du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. On en fait une formule d'engagement comprenant une demande adressée au patron d'assister les affiliés au moment de leur mort, la confrérie, hein, la recherche de cette protection avec une importance prépondérante. Bon. Alors, c'est quelque chose, c'est vieux, 1652 à peu près. Donc, c'est pas l'air, OK, oui. Oui, c'était pas alors, donc, il y avait une racine de cet ordre-là à Saint-Ambroise en Jeune-Lorette, clairement. Ben, merci, Francine. Tu m'enverras l'article. Ça m'intéresse de oui, il parle aussi de la confrérie du Rosaire. Ah, OK.
De Sainte-Anne, en tout cas, il y en a plusieurs. Oui, je te l'enverrai. Merci beaucoup. Alors, si on poursuit, alors, oups, je suis allé trop vite encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé? Alors ici, justement, bon, vous voyez que ce n'est pas tout à fait contemporain. Là, on parlait de 1916 il y a un instant, là, on est en 1945. On a ici, en fait, une autre espèce de cahier dans lequel on fait un procès-verbal de réunion de plusieurs années, plusieurs mois. Ici, c'est le compte-rendu des réunions des dames de la Sainte Famille. Alors, c'est le compte-rendu du 7 janvier 1945 à Loretteville. Donc, les dames de la Sainte Famille, bon, encore, je comprends très bien que c'est un organisme à vocation religieuse, là, bénévole, impliqué, blablabla. Mais est-ce qu'il y en a qui savent un peu quel était le rôle de cet organisme-là? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ben, Francine, oui, Francine. Pas nécessairement le rôle, mais je sais que ma mère en a déjà fait partie. OK. 1945, on est arrivé à Loretteville dans ces années-là. Maintenant, je pense que les femmes faisaient partie de ça. C'était bien vu, je pense. J'imagine. Il devait avoir une mission, là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Aucune idée. Les dames de Sainte-Anne, de Sainte-Famille, aucune idée. Alors, je vous ai dit au départ de ce soir là, que l'objectif est de vous présenter un peu en échantillonnage ce que nous avons déniché. Et évidemment, la prochaine fois, je vous promets, on pourrait même faire un mercredi d'histoire sur les dames de Sainte-Famille. J'irai lire le dit compte-rendu pour vous en parler davantage. Alors, la prochaine diapositive, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, elles sont lentes, les diapositives ce soir. Et pas l'air, ouais. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans la discussion. Alors, quelqu'un a dit, Claire Savard nous dit, l'affaire des dames de Sainte-Famille dans l'histoire de la Nouvelle-France est connue comme... Ah, ouais. Donc, encore une fois, c'est probablement un lien vers un article ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Là, je ne comprends pas. Là. Alors, donc, ici, là, on a également... C'est érigé par Monseigneur de Laval. Oui. Alors, voilà, ici, là, on a tombé sur un livre de contes et ce que je vous invite à regarder, c'est l'année dans le coin, en haut à gauche. C'est 1874. Alors, ce sont les contes du sieur Joseph Savard, marguillier en exercice de cette paroisse de Saint-Ambroise pour l'année 1874, rendu par devant nous, curé Soussigné et la fabrique. Recette, reçue du marguillier précédent 568 et 65. C'est pas pire, hein, en 1874. Recette ordinaire et propre de cette année. Donc, on a, là, je ne suis pas capable de bien lire, alors, de tout doute, là, 18 grandes messes, 11 et 88. Après ça, on a 23 sépultures d'adultes et d'enfants, 5 et 75. 2 sépultures d'adultes, service et classe. Je n'arrive pas à lire parfaitement. C'est première classe, service première classe. Service première classe. Il y avait des services première classe, deuxième classe, troisième classe. C'est vrai. Alors, plus il y avait de la classe élevée, plus il y avait de décoration dans l'église, plus il y avait de célébrants. Puis plus ça coûtait cher. Plus ça coûtait cher, c'est ça. Ouais. Alors, là, mettons, la sépulture là, de Guy Lafleur, elle a coûté cher hier. Hein? Parce qu'il y avait de la décoration pas mal. Puis pas mal de célébrants. Enfin. Si je continue, 23 sépultures d'adultes, service de deuxième classe, ça, je vois bien. Là. 9 sépultures d'adultes de troisième classe. Décoration au mariage. Quête de l'enfant Jésus. Vous voyez que la quête de l'enfant Jésus, c'est le gros poste. Ça, c'est un gros poste. Là. La quête de l'enfant Jésus, c'est 68 piastres qui a été ramassé. Hein? Les quêtes dominicales, 44 et 50. Hein? 44 et 50. Puis là, après ça, on a les rentes de bancs. Alors, vous savez que les gens pouvaient se payer des bancs, des places dans l'église. Puis ça, les rentes de bancs, là, ça rapporte 1208 piastres en 1874. C'est quand même impressionnant hein, de pouvoir lire ça. Ça nous parle de cette communauté hein, quand même. Tu sais, Denis parlait des services de classe de sépulture. Ben, ça nous indique peut-être certaines choses sur le revenu, la classe sociale et économique des gens dans le secteur et tout ça.
Même chose pour les dépenses. Vous voyez le salaire du bedeau en bas, c'était 140$. Le salaire de l'organiste, 30$. Le salaire, ça, je ne vois pas très bien, là, du connétable, 12$. Le vin de messe, hostie et huile pour lampe, 52$. Le lavage de l'église et de la sacristie, 5$, etc. On pourrait, en fait, trouver et discuter là, pendant des heures et des heures sur l'ensemble de ces informations-là qu'on retrouve encore une fois dans ce document qu'on retrouve dans les archives de la paroisse. Alors ici, justement, en fait, dans ce document, on retrouve, je pense, en fait, une description, ce n'est pas super clair, en fait, des bancs, puis des ventes ou des paiements liés à la location des bancs. Alors, vous voyez ici, là, on voit, c'est indiqué rangée de chaises. Première rangée. Puis là, l'autre mot, je ne sais pas comment le lire, de la minute, je ne sais pas c'est quoi ce mot-là, honnêtement. Après ça, on a un banc à Louis Durand, le 19 novembre. Puis là, c'est marqué là, le prix payé à Savard et à vendu ou je ne sais plus, verni son banc à la fabrique, etc., etc. Donc, vous voyez, là, bon, je ne suis pas capable de lire parfaitement, là, ça reste flou, là, mais vous voyez qu'on a des informations autour de la possession, de la location et du paiement d'une place, d'un banc ou d'une chaise dans l'Église et qui va rester aussi certainement une position sociale liée au rang social que souhaite occuper la personne qui paye un montant plus cher pour être en avant, par exemple. Quelqu'un intervient dans la discussion. Alors, Chantal Lavoie mentionne « Ces documents sont une belle trace de la persistance du concept seigneurial de l'époque de la Nouvelle-France, effectivement. Alors qu'on est en 1874, évidemment, l'espèce de rente qu'on payait là, effectivement pour avoir une place, un siège là, dans l'Église. » Merci, ça Chantal. a duré longtemps, ça, les bancs, jusqu'à, oui. Je dirais bien 1800, jusqu'au feu de l'Église, facile. Là. Il y avait encore des gens qui louaient des bancs c'est ça. À la veille du feu. Là. Oui. Oui, oui. Puis, il y avait un encan de bancs au début, à la fin de l'année, je ne me rappelle plus. Là. Les bancs qui n'étaient pas occupés ou qui étaient remis, là, comme on en voyait un, M. Savard a remis son banc. Là. Alors, les bancs pas payés, tout ça, il y avait une vente à l'encan. Puis, tu pouvais t'améliorer ton banc. Là, si tu étais assis en arrière, tu peux essayer d'en avoir un en avant. Ou un au jubé. Pour s'assurer des places à la grand-messe, puis à la messe de Noël, puis à Pâques. Oui, vous voyez la dernière phrase, c'est mentionné, ce banc a été retranché. Donc, il y a beaucoup d'informations. Il y a des noms aussi, Joseph Vézina, entre autres, là, Louis Durand. Savard, c'était le Savard qui était probablement le chef marguillier en question, là, enfin. Donc, c'est un document super important, encore une fois. Je ne sais pas si ça existait ici à Loretteville. Moi, je suis natif de Jonquière. Quand j'étais jeune, je me souviens qu'à la messe, il y avait 2 quêtes. La première quête, c'était 10 cents pour payer le banc. OK. Pour ceux qui n'avaient pas acheté leur banc, là. Ceux qui avaient acheté leur banc, leur nom était écrit en bas du numéro du banc. Oui. Les autres, il y a des quêteux là, qui passaient et qui ramassaient des dissous. Après ça, il y avait une deuxième quête. Je ne sais pas si ça existait à Loretteville. C'est la même chose. C'est la même chose. Denis, c'était M. Sans Façon qui vendait les 10 cents, les bancs à 10 cents, je pense, en arrière. Là. M. Sans Façon qui travaillait chez Vincent, je pense. René Sans Façon. Oui. Il ramassait les 10 cents pour les gens qui n'avaient pas de banc. Parce que pour aller à l'église, quand tu n'avais pas de banc et que tu étais un citoyen, tu ne pouvais pas y aller sans te payer ton 10 cents pour avoir une place. Si c'était à la grand-messe, ça. Oui, je me rappelle bien. OK. Sinon, tu restais debout. Sinon, tu restais debout. Bon. Les bancs au jubé étaient moins chers, je pense. Ah oui? Oui. Parce qu'il fallait que tu montes les marches, je pense. Je sais pas. OK, je comprends. Il y avait un effort à faire. Un banc derrière la colonne aussi coûtait moins cher. Merci. Alors, si on continue.
Attendez un Ouais, petit peu. Mario. Vincent Savard, allez-y. Oui, ça nous rappelle que quand on était jeune, il y avait plusieurs messes le dimanche. Oui. Et c'est seulement à la grand-messe qu'effectivement qu'on avait à payer un banc. Alors, sinon, on pouvait s'asseoir n'importe où. On pouvait aller à des messes, à des messes avant la grand-messe. Oui. À ce moment-là, on n'avait pas à faire la preuve qu'on avait payé un banc. On n'avait pas à payer ou à... C'était admission générale. Admission générale, exact. C'était ouais. assez couru, ces messes-là. Ah oui, c'est ça. Le monde ne voulait pas payer pour aller s'asseoir, je comprends bien. À moins que le monde veuille payer pour se faire voir dans des moments importants. Ça aussi, ça pouvait. La grand-messe durait plus longtemps aussi. Ah oui, la grand-messe durait plus longtemps. Là. Je pense que c'est Mme Vézina qui a mentionné ça. Là. Effectivement, là, quand tu payais, tu étais là pour plus longtemps, tu te faisais voir plus longtemps. Donc, c'était peut-être moins populaire. Voilà. Ma mère avait trouvé la solution pour ne pas payer, elle m'avait mis enfant de chœur. Ça fait que le dimanche, à la grand-messe, on faisait partie des enfants de chœur dans le chœur, puis nous autres, on n'avait pas besoin de payer. C'est bien. On était sûr d'avoir une place à Pâques, à Noël, puis à la grand-messe. Génial. Donc, Denis et M. Louis-Philippe Godreau ont également été servants de messe, si je comprends bien. Vincent Savard aussi, je pense. Vincent Savard aussi, je crois bien. Et bien d'autres personnes dans la salle, je croirais. La grand-messe était une messe chantée aussi. Oui, c'était une messe chantée. Il n'y avait pas de filles de servant de messe. Il n'y avait pas de filles de servant de messe, comme on dit non plus. C'est sûr que le genre féminin avait une place moins importante, effectivement. Alors là, je souhaitais, j'aurais dû le mettre plus haut, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, vous montrer en fait une des premières pages du registre jésuite qui est devenu par la suite le registre de la paroisse Saint-Ambroise en lien avec ce que je vous ai expliqué plus tôt. Alors, on a une page ici du registre en 1762, du registre que le jésuite s'est amusé à rédiger en latin. Alors, bien sûr, ben là, c'est ça, notre latin est limité dans la vie, là, en tout cas moi, bien que j'ai fait un cours de latin à l'université, mais voilà, c'est l'année 1762 ici, là, puis bon, on mentionne l'événement, on rédige en latin l'événement, là, puis honnêtement, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il est question, mais les noms, en fait, des personnes sont indiqués, là, non pas en latin, là, on mentionne, par exemple, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez vu ma souris, le Jean-Baptiste, par exemple, là, des prénoms qu'on reconnaît. Là. Voilà. Donc, ça, c'est une page du registre original qu'on a eu l'occasion de voir, de toucher et de numériser, de numériser là, avec l'outil que la société s'est procuré d'ailleurs pour faire ce type de numérisation-là. Là, on a acheté une machine qui nous a permis de faire ça de manière plus efficace et mieux travaillée que si on faisait juste le prendre en photo. Alors, je continue. On a ici également une autre page du registre de la paroisse Saint-Ambroise. Cette fois-ci, il est en décembre 1795. Je ne sais pas si vous voyez ici l'indication. C'est mentionné le présent registre contenant 88 feuillets. Je ne suis pas capable de tout lire parfaitement. Des baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse, de la jeune Lorette, etc., etc. Puis bien, c'est daté à Québec le 15 décembre 1795. Donc, les pages antérieures, ce sont les pages essentiellement jésuites. Les pages après celles que vous voyez présentement, c'est les pages lorsque la paroisse a été ouverte en 1994. C'est que ce registre-là était excuse. Le présent registre contenant 88 feuillets a été par nous l'un des juges de la Cour des plaidoyers communs de ce district, coté et paraphé sur chaque feuillet pour servir à enregistrer les baptêmes, les mariages et les sépultures de la paroisse de la Jeune Lorette pour l'année 1795 et subséquente jusqu'à la fin du dit registre. Voilà. Merci, M. Poirier. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement, en fait, honnêtement, là, moi, ça va faire 15 ans que je suis impliqué à la Société d'histoire. J'ai une passion certaine pour notre histoire locale. Je vous apprends rien en vous disant ça. Puis j'ai lu, relu, consulté, vu, regardé, je ne sais pas combien de centaines de fois des pages dans ce registre-là.
mais toujours numérisé en ligne. Toujours via Family Search. Jamais, jamais, jamais dans ma vie, j'avais eu l'occasion, vous le comprenez, de voir l'original, puis d'oser, en fait, toucher le papier qui a été touché par le jésuite, par le missionnaire jésuite lorsqu'il a écrit, ou qui a été touché par le premier curé de la paroisse là, en 1794, Joseph Paquette. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Là, c'est le genre de commentaire que je fais à mes étudiants, là, parce que dans la vraie vie, je suis prof de cégep, je ne sais pas si vous le saviez tous. Là. Puis je leur dis, par rapport à un document, comme ils ont fait un travail de session sur un texte pendant la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, je leur dis, c'est magnifique. Puis là, ils sont assez froids par rapport à cette espèce de passion en lien avec un document ancien. Mais avec vous autres, je le sais que vous comprenez, en tout cas, je pense bien, cette espèce de fascination de pouvoir se dire, ben, j'ai vu, j'ai touché le registre original de la paroisse. C'est pas grand-chose dans la vie, mais c'est un petit moment de bonheur historique que j'ai eu l'occasion de vivre. Voilà. Alors là, c'est mon message de fin, mais je n'ai pas fini parce que j'ai un autre document à vous montrer. Je vous garde encore un peu, mais je vous souhaite tout de suite, parce que c'est mon message de fin. Là. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt et votre soutien pour l'année 2021-2022, mais je n'ai pas fini, va-t'en pas. Là. Nous avons déjà hâte de vous voir à l'automne 2022. On ne sait pas si on va vous voir en vrai ou pas en vrai encore. Là, on va voir comment l'été va aller, puis on va vous tenir au courant de tout ça. Puis là, je vous écris aussi, parce que nous pouvons parfois avoir des bonnes nouvelles. J'ai ajouté la prochaine photo que je vais vous montrer dans un instant, en fin d'après-midi tantôt, sans demander la permission ni à Hugo ni à Francine, pour vous montrer qu'on est en train de tenter de re-rentrer dans notre local. Alors, voici en fait nos 400 à 500 boîtes qui sont dans la salle d'animation du Centre Saint-Louis, dans la salle où on fait nos mercredis d'histoire habituellement, et qui sont en attente de passer de l'autre côté du mur et d'aller se faire classer là où ils devraient être de l'autre côté du mur. Alors, j'imagine que c'est Hugo, probablement, ou Francine, qui ont pris cette photo-là. Puis, ben voilà, c'est des centaines et des centaines de boîtes. Et c'est toute notre histoire locale et toute notre collection. Puis on a hâte de reclasser tout ça, puis de pouvoir vous mieux répondre à vos besoins, puis à nos besoins à nous ici, là, à la société. Voilà, je voulais vous la montrer. Et là, je vais... oui, allez-y, Francine. Oui, c'est moi, c'est Francine. Juste vous dire que c'est une photo que j'ai prise à partir de la bibliothèque, là, qui fait comme une mezzanine. Alors, c'est comme ça que j'ai pris. Si vous voyez à droite, les boîtes blanches, ce sont les boîtes d'archives, les archives P. Alors, ça commence à P01 jusqu'à, on est rendu dans P300 quelque chose. Et la ligne ensuite, c'est les archives I, c'est-à-dire institutionnelles, qui vont dans les filières. Et au fond, le long du mur, c'est les boîtes de volumes de la bibliothèque. Donc, les livres de la bibliothèque, là, on a à peu près 1500 livres qui ont tous été déplacés, quelques-uns par boîte pour être déménagés et sortis en urgence. Là. De l'autre côté, c'est matériel divers. C'est-à-dire tout ce qui ne rentrait pas dans ces trois catégories-là. Il y a de tout. Il y a de l'équipement de bureau, je vois la boîte d'un des ordinateurs, il y a une poubelle, il y a de tout. Alors, ça, c'est à trier, classer. Là, mais, ouais. Et entre autres, les objets qui étaient dans des armoires, là, les beaux objets qu'on a, ben, il y en a là-dedans. Ben, il y en a chez Mario, il y en a chez moi, il y en a chez Hugo, mais il y en a là-dedans. Puis, madame, merci Francine, vraiment. En tout cas, encore une fois, c'est incroyable de regarder ça de même. Il y a à la limite quelque chose d'émouvant. Puis, je tiens à souligner le commentaire de madame Francine Gay de la paroisse Saint-Ambroise qui nous dit « Merci pour cette passion.
Si nous pouvons vous aider de nouveau, il me fera plaisir de vous ouvrir les archives. Alors, Mme Gay, donc, qui est la directrice là, de la paroisse Saint-Ambroise. Merci beaucoup, Mme Francine Gay. Vraiment, là, grâce à vous, grâce à nous, puis ben, on s'est croisés sur le chemin, puis ben, vous avez surtout croisé Hugo, là, mais c'est vraiment exceptionnel de pouvoir voir, puis constater, puis profiter de ce que vous avez là, dans vos archives, puis de le faire connaître au grand public éventuellement aussi. Mais je n'ai pas fini, comme je vous disais, parce que là, je vais enlever le partage d'écran. Puis là, je vous trouve, là, je vous vois. Ah ben là, je vous rencontre, parfait. Et je vais partager dans un deuxième document qui est en PDF et qui est un document de numérisation que nous avons effectué, Hugo et moi, lorsqu'on est allé à la paroisse. Mais juste avant, Hugo veut prendre la parole un petit instant. Hugo, vas-y. Oui, je tiens à dire que les prochains documents que vous allez voir ont été numérisés sur place et ben, pas dans un but d'archivage, mais plus pour faire un inventaire rapide. Puis les données qui ont été recueillies n'ont pas été en contact avec Internet, donc ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de fuite, à part ce qu'on va voir à l'instant, mais c'est en sécurité. Voilà, merci Hugo pour ce commentaire-là. Effectivement, en fait, l'idée, il y a 250 pages de documents, là, puis je les ai regardés en diagonale, puis les lire avec attention, puis je ne pourrais pas faire ça avant l'été, avant que je sois en vacances, puis que je sois en congé, là, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, puis c'est un beau problème, là, mais je tiens à vous montrer, entre autres, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce document-là. Et pour ce faire, je vais partager à nouveau mon écran dans un deuxième partage que vous devriez voir à l'instant. Alors donc, cette première pièce d'archive qu'on retrouve, c'est une photo de l'église, la deuxième, sauf erreur, église. Donc, on voit l'escalier puis le portique du crieur là, qui annonçait les nouvelles avant ou après la messe, je ne saurais trop dire. On voit les belles clôtures aussi à droite ici, le trottoir en bois de l'église, puis les clôtures également là, à gauche et les documents de ferme, de grange ou autres là, à l'arrière de l'église vers la rue Giroud d'aujourd'hui. Sinon, je tiens à vous montrer la page 202 de ce document-là, puisque la paroisse a un scrapbook, il y a un livre d'or et on est tombé là, par hasard là, en tournant les pages sur l'entrée suivante, donc le 22e jour du mois de mai de l'an 1956. Loretteville fut honorée de la visite du premier ministre de la province de Québec, l'honorable Maurice Duplessis, était présent à cette grande assemblée de l'Union nationale tenue à la salle paroissiale de Loretteville. M. Émilien Rochette, candidat de l'Union nationale, l'honorable Yves Prévost, ministre des Affaires municipales, M. le notaire Émile Boiteau, maire de Sainte-Foy, Maître Noël Dorion, Dr Léopold Larochelle et autres. Quelques-uns des distingués visiteurs ont bien voulu signer. Et vous voyez la signature de M.L. Duplessis, Maurice Lenoblet Duplessis. Alors, évidemment, en tombant là-dessus, ça nous jette à terre, bien sûr. On voit ici la signature aussi de Jean-Charles Dumas, qui était le curé de la paroisse à cette époque-là. Évidemment, sans vouloir faire de jaloux, je vous amène à la page 208. C'est 209, excusez-moi. À la page 209, dans le même document, dimanche, le 31e jour du mois de mai 1959, lors d'un congrès régional du Parti libéral tenu au centre paroissial de Loretteville, l'honorable Jean Lesage, chef de l'opposition à l'Assemblée législative de la province de Québec, rend visite aux autorités religieuses de la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. En cette circonstance, il nous fait l'honneur d'apposer sa signature dans le livre des notes historiques de la paroisse. Quelques-uns des distingués visiteurs qui l'accompagnent signent avec nous. Donc, Jean Lesage, Corinne L. Lesage, Robert Perron, peut-être, Paul A. Matt et Jean-Charles Dumas. Corinne, c'est sa femme? C'était sa femme, oui, exactement. Alors, donc, c'était pour l'autre page que je voulais vous montrer.
Et je voulais vous amener à la page 1, en fait, pour montrer les toutes premières pages. En fait, essentiellement, les premières pages, les documents qui ont été numérisés pour fin de on veut prendre conscience de ce qu'il y a puis se faire une tête là-dessus, là, c'est des documents qui sont en lien directement, en fait, avec le début de la paroisse. Lorsque la paroisse a été créée en 1794, eh bien, cette paroisse-là a été créée d'un détachement de Charlesbourg. Et il y a tout un contexte qui s'étire sur plusieurs dizaines d'années menant à ce détachement-là et menant à la volonté d'une certaine quantité significative de paroissiens de vouloir obtenir leurs propres institutions religieuses, trouvant que l'Église de Charlesbourg commençait à être un peu éloignée de leur profit. Alors, évidemment, il y a plusieurs étapes dans cette compréhension-là. Et parmi ces étapes-là, il y a des requêtes, il y a des pétitions qui sont signées et qui ont été déposées là, à l'évêque de Québec, qui s'appelait Jean-François Hubert à l'époque, et qu'on retrouve en fait dans les documents de la paroisse. Alors, donc, il y a certains documents en lien avec ça, des requêtes, des demandes, des pétitions. Il y a aussi, en fait, des acquisitions de terrains notariés. Donc, ces documents-là peuvent être trouvés là, dans les archives, clairement, là, dans les archives nationales. Puis, bien, la paroisse en a fait une liste. Je ne sais pas trop à quel moment exactement. Là, on pourrait le deviner avec les initiales qui sont inscrites dans le bas du document que je vous montre à l'instant. Le document s'intitule « Liste des titres, des propriétés et des papiers de la fabrique de Saint-Ambroise de 1787 à 1904 ». Pourquoi 1787? Parce qu'en 1787, c'est là que certains paroissiens du secteur vont faire une requête à l'évêque afin d'obtenir une paroisse. L'éloignement de Charlesbourg, l'éloignement de l'ancienne Lorette sont des arguments qu'ils utilisent pour pouvoir, en fait, obtenir leur propre paroisse. Sinon, vous allez dire, vous allez réfléchir, ça arrive dans votre tête, je l'entends. Ils avaient, en fait, la mission du jésuite chez les Hurons. Bien sûr, le jésuite faisait le travail. Et je pense que l'ouverture du registre en 1761 par le jésuite avait servi à, sans doute, pallier l'éloignement des paroisses de Charlesbourg et de l'ancienne Lorette et faire en sorte qu'on avait comme une tête de pont à l'intérieur même d'un territoire plus rapproché dans lequel il y avait un prêtre, hein, parce que les jésuites étaient des prêtres, qui pouvaient officier baptême, mariage, sépulture. Puis j'oserais ajouter également comme argument, 1787, ça c'est la liste des titres plus officiels, mais déjà avant ça, on savait que quelque chose se tramait, parce qu'avant même d'ouvrir un registre, le jésuite, ou peu importe qui il était, là, parce qu'il a changé en cours de route, le jésuite, là, mais on va avoir des documents, des baptêmes, mariage, sépulture qui vont commencer là, dans les toutes premières années de la présence des Hurons et de leurs missionnaires près de la chute. Vous savez qu'ils sont arrivés, les Hurons, en 1697 avec les Jésuites. Eh bien, dès 1701, 1702 et les années qui suivent, de temps en temps, le Jésuite, parfois en urgence pour un baptême, va célébrer et va rédiger son acte et il va aller l'insérer dans le registre de Charlesbourg. Alors, si vous consultez le registre de Charlesbourg et que vous avez bon œil, de temps en temps, vous allez voir des feuillets ajoutés qui sont généralement signés par des jésuites. Et ça nous démontre bien qu'il y a un besoin et que ce besoin-là, finalement, il va être officiellement exprimé en 1787 lors des premières requêtes des paroissiens. Donc, on a cette liste-là. Donc, vous avez une description, en fait, générale des documents qu'on va retrouver, qui se retrouvent dans les archives de la paroisse et qu'on a que Hugo et moi avons numérisé. Là. Alors, dont nous avions, j'ose le dire aussi, là, certaines copies, certains de ces documents-là, nous en avions déjà copies dans les archives de la Société d'histoire. Certains de ces documents-là avaient, entre autres, été utilisés là, par Gérard Barbeau, qui avait écrit le livre noir là, sur le 200e anniversaire de la paroisse Saint-Ambroise de Génorette en 1994.
Alors, vous voyez par exemple, ici le numéro 1, c'est la demande d'érection d'une nouvelle paroisse, requête du 5 août 1787. C'est la requête dont je vous parlais. Le document numéro 2, c'est le précis des conventions entre les Hurons de la Jeune-Lorette avec une partie des habitants de Charlebourg à l'égard de l'Église du dit lieu de Lorette le 11 novembre 1793. Ça, ce document-là, je l'ai déjà consulté. Alors, c'est un document d'un notaire le notaire a rédigé en fait une entente entre les Hurons et les habitants des différents rangs, des différentes côtes, comme on les appelle à l'époque, et qui s'entendent sur l'utilisation de la chapelle Notre-Dame de Lorette et qui pourrait devenir, en fait, c'était leur volonté, et autant les Hurons que les Euro-Québécois étaient en accord avec l'utilisation partagée de la chapelle Notre-Dame de Lorette, qui se trouve près de la chute, pour les deux communautés. Et cette convention-là a été remise à l'évêque, et l'évêque Jean-François Hubert a refusé, disant que les Hurons, notamment, ne pouvaient pas décider de permettre l'utilisation de cette chapelle qui ne leur appartenait pas. Également, le document numéro 3, c'est la liste des habitants de Charlebourg qui, avec, désolé, là, mais c'est ça qu'on écrit, là, les sauvages Hurons, tant des demandants que opposants et absents à l'égard d'un curé pour la Jeune-Lorette le 9 décembre 1793. Celle-là, c'est une pétition essentiellement des hommes des différents rangs, la côte de l'Ormière, le rang du Petit Saint-Antoine, du Grand Saint-Antoine, Sainte-Claude, Sainte-Geneviève, on les nomme tous, les différents rangs, Pincourt, Saint-Jacques, etc. Et on liste les hommes, les propriétaires masculins des différentes terres, et ils disent s'ils sont en faveur ou non d'avoir un curé dans la nouvelle paroisse, dans une future nouvelle paroisse. Le 4e document, c'est les raisons alléguées par sa grandeur l'évêque de Québec pour rejeter la requête du mois de mars 1794. Bon, parce qu'il y avait eu une requête en mars 1794, encore une fois, pour avoir une paroisse. Donc, le document date du 4 avril 1794. Puis après ça, ben là, là, on y va dans les titres fonciers. Alors, ça, évidemment, tous ces documents-là sont techniquement disponibles. Le document numéro 5, c'est la vente d'un lopin de terre pour servir de place d'église, presbytère et cimetière, consenti par Michel Bergevin d'Illangevin et sa femme en faveur des sieurs François Guillaume Falardeau, Charles Genet et Étienne Falardeau comme marguilliers le 15 novembre 1794. Alors, voilà, là, signé par Panet, etc. Puis bon, il y a toute la liste de documents qui se poursuit, là. Marché de la maçonnerie de l'église Saint-Ambroise, etc. Lettre de l'évêque au révérend Joseph Paquet, curé. Vente par Jacques Lévesque, dit la France, et sa femme au sieur Ignace Alain pour le terrain de la maison d'école. Ça, c'est intéressant, là, le terrain de la maison d'école. Vous savez où se trouve le collège de Loretteville? Donc, en brique, là, vers le coin Valcartier, si on veut, là, eh bien, ce bâtiment-là date de 1918. Il a remplacé une maison, un bâtiment qui a été démoli en 1918 et qui se trouvait plus vers l'arrière du terrain. C'était la dite maison d'école. Et la dite maison d'école a appartenu à la paroisse à partir du début du 19e siècle. Et par la suite, en fait, ça a été transféré à la commission scolaire, là, je ne sais plus trop laquelle, mais ça a toujours servi comme école depuis 1800, ce terrain-là. C'est quand même super intéressant là, comme histoire. Etc., etc., etc. On a tous ces textes-là, numérotés. Là, on a des documents originaux, des copies là, pour beaucoup là, qui se trouvent là, dans ces 256 pages là, que vous voyez ici, là, que j'ai sur une clé USB et qu'on a à la Société d'histoire numérisée avec une machine qu'on a achetée. Là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez, là, je peux arrêter le partage un instant, là, des questions en lien avec ces documents-là, des commentaires, des informations. Évidemment, là, je pourrais vous en montrer, défiler des documents, là, mais je ne sais pas si c'est l'intérêt qu'on a ce soir là, de voir défiler sous nos yeux là, 200 pages de documents là, de la fin du 18e et du 19e siècle. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on doit faire ce soir, mais l'idée, c'est de vous présenter en fait cette espèce d'échantillonnage
qu'on a réalisé là, à l'endroit où se trouvent les archives de la paroisse Saint-Ambroise. Comme je vous ai déjà dit, là, des archives exceptionnelles. C'est des documents, là, je savais que certains existaient, mais d'autres, c'est une première rencontre là, face à ces archives-là pour moi là, dans l'histoire actuelle de la paroisse. Là, vraiment, là, c'est exceptionnel de pouvoir savoir qu'ils existent. Alors, je ne suis pas rendu à les lire, puis à les analyser, puis à les comprendre, mais on sait qu'ils existent. Et ça va au-delà du registre. Hein. Ça, j'ai dit en introduction tantôt, le registre, baptême, mariage, sépulture, c'est une chose, mais il y a tout le reste autour qui est super intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions, des commentaires en lien avec cette espèce de survol général et échantillonné que j'ai fait avec vous. Mais je vous dis que ce n'est pas terminé, hein, c'est juste le début de la réflexion qu'on a à faire sur tout ça. C'est immense, c'est tellement immense. J'ai montré 2 signatures de 2 premiers ministres dans le recueil historique là, de la paroisse. Ils ont un genre de scrapbook de toutes les nouvelles qui sont passées à gauche, à droite là, concernant la paroisse, dans les journaux et tout ça. Un peu comme les scrapbooks qu'on a à la Société d'histoire d'Elzéar Alexandre Martel, là, que Francine a complètement indexé là, à travers les dernières années. Alors, c'est vraiment des belles archives. Alors, je vous écoute sur vos commentaires là, ou questions. Là. Je dirais que vous n'en avez pas trop. C'est possible aussi. Comme disait mon prof de philo en 1990 au Cégep Gandon, il disait, il ne faut pas demander si vous avez des questions, il faut vous dire quelles sont vos questions. Alors, Mario. Madame Marthe Pépin, c'est vous qui avez levé la main. Oui. Donc, avant même que vous posiez votre question, je veux absolument vous dire que je suis vraiment content de vous voir ce soir. Ça me fait plaisir. Allez-y avec votre question maintenant. Écoutez, à cette époque-là, avant que ça devienne la paroisse, vu que c'était attaché à Charlebourg et Villers-Juron, cimetière, c'était où? Oui, c'est une bonne question. D'abord, il faut savoir que le cimetière paroissial se trouvait à Charlebourg. Je pense que je ne me trompe pas en affirmant que nos morts sont enterrés à Charlebourg, dans ce qui est aujourd'hui le parc de la commune. Là. En Charlebourg, au milieu, là, il y a un parc là, public là, gazonné avec des arbres derrière le presbytère là, actuel de l'église de Charlebourg. Ils appellent ça le parc de la commune et c'est là que se trouvait le premier cimetière. Fait que les très, très vieux morts, là, hein, ceux qui sont morts en 1680, en 1702, puis tout ça, ben, eux sont enterrés là-bas. Bon. C'est à côté de l'église où il y a une espèce de monument là, comme vitré, ou c'est en arrière du presbytère? C'est derrière le presbytère de Charlebourg. OK. C'est ça. Quand on arrive vers l'église, là. Oups. Que je suis planté. Vous m'avez bien entendu, là? Ou, Oui, ça coupe. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez mieux, là. Oui. Bon, je suis désolé. Donc, nos premiers morts sont là-bas. D'accord? Mais rapidement, le missionnaire jésuite, va également ouvrir un cimetière, qui est le vieux cimetière du Villers-Juron, qui se trouve au sud du boulevard Bastien, vers la chute, si on veut. Oui. Ce cimetière-là était là au 18e siècle. Je ne pourrais pas dire en quelle année il va ouvrir, mais il était là au 18e siècle. D'accord? Donc, dans les années 1700. J'ai une trace d'une carte qui était là en 1795. Puis, clairement, il y a du monde qui sont enterrés là, de notre gang, là, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Parfois, on enterrait là aussi. Hein? Puis là, pourquoi là? Pourquoi pas à Charlebourg? Là, tu sais, tout ça, là, ça reste relativement confus encore. Chose certaine, quand on obtient la paroisse en 1994, ben, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on prend des piquettes, des cordes, puis on délimite un cimetière. Puis ce cimetière-là ben, va être le premier cimetière de Saint-Ambroise qui se trouvait entre la rue Racine et l'église, qui va être fermé à peu près 100 ans plus tard,
pour ouvrir derrière l'église actuelle. Donc, on a encore une fois des morts qui sont un peu dans l'oubli entre la rue Racine et l'église, puisque ce cimetière-là a été fermé. Ça veut dire que cette partie-là n'a jamais été déménagée? Pas en totalité, j'oserais dire. Okay. Ce que je répondrais, c'est pas en totalité. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu des rencontres fortuites d'ossements. Et à ce moment-là, des déménagements ont été effectués lorsqu'il y a eu des rencontres. Moi, la famille est enterrée là. Oui. Jérémie Pépin est enterré là avec ses filles et 4 de ses épouses. Oui. À un moment donné, ils ont déménagé. Parce que j'ai un oncle qui est obligé d'être témoin quand les déménagements, ça s'est fait. Quand ils ont déménagé les corps, oui. Les corps. Ils ont réaménagé le cimetière et il a fallu acheter des nouveaux lots. Oui. En tout cas, ça paraîtrait que c'était impressionnant quand ça s'est fait, ça. J'en doute pas une seconde. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé pour la question des cimetières et de l'ouverture des paroisses. Il y a même, là, je vous raconte une courte histoire, là, si vous me permettez. Il y a même, là, dans le registre, à un moment donné, je suis tombé par hasard sur une sépulture et le nom de la personne qu'on enterrait, puis excusez-moi, je ne veux pas fâcher personne ce soir, là, mais le nom qu'on mentionnait, c'était Nègre. Ouais. Alors, la personne en question était un esclave qui a été enterré dans le cimetière Huron et l'acte de sépulture a été signé par le missionnaire jésuite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Webster, là, donc le gars qui fait l'histoire des Noirs à Québec, là, un gars qui étudie en histoire, là, que je connais un peu, là, ben lui, j'y ai transféré cette information-là, puis probablement qu'il s'en sert dans ses visites guidées et tout ça. Enfin. Voilà. Vas-y, Francine. Francine Trudel, Denis Paul ensuite. Oui, pour Marthe qui cherchait le cimetière, le vieux cimetière de Charlesbourg, ça s'appelle le Parc du Sacré-Cœur. Et effectivement, il y a comme un monument, je ne sais pas, givré ou je ne sais pas quoi, mais il y a une grosse statue du Sacré-Cœur. C'est l'ancien cimetière. C'est en face de la sacristie, là. C'est pas du même côté de la 80e rue, de l'autre bord. Ben, je ne sais plus si ça s'appelle 80e, mais en tout cas, de l'autre bord. Oui, 14 maintenant. Alors, c'est le parc du Sacré-Cœur. OK. C'est le premier, ça. Oui. Ça, c'est le premier cimetière de Charlesbourg. Ben, c'est l'ancien cimetière de Charlesbourg. Exact. Mais je sais que ma mère qui était de Charlesbourg, l'église n'a pas toujours été là de Charlesbourg, était justement à l'autre côté. Où est le Sacré-Cœur, vous dites, là? Ouais. C'était là avant. Ça se peut. En tout cas, sur Internet, il identifie comme étant l'ancien cimetière de Charlesbourg. Probablement que le cimetière est en arrière de cette église-là, qui était de ce côté-là. Oui, qui ne devait pas être très grosse, là. Ouais, c'est justement pourquoi qu'ils ont déménagé, ont changé de place. Parce que ma mère elle est née en 1917, elle a été baptisée justement à sa petite église-là qui était à l'autre bord, puis ont eu connaissance quand ça s'est déménagé. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Denis maintenant. Ben, juste pour, je l'ai déjà raconté, quand on a fait la promenade sur la rue Racine, là, quand ils ont creusé, on a encore trouvé des os. Là, puis il y en avait eu déjà de sorties quand ils ont fait l'église actuelle, puis d'autres avant aussi. Là, le cimetière, il y avait eu des transferts, là, mais il en restera tout le temps, ça. C'était quand même assez creux là, quand ils ont trouvé ça. Il y a eu une boîte ou deux là, qui a été replacée dans le cimetière après. Là. Merci, Denis. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions, commentaires, questions en lien avec ces archives-là. Là. Louis-Philippe Godreau. Sais-tu, Mario, tu as parlé d'archives de certains organismes. Sais-tu s'il existe des archives sur la Société Saint-Vincent-de-Paul? Honnêtement, je n'ai pas vu, mais je suis certain qu'il y a quelque chose. Parce que, ce n'est pas un rappel, là, tout simplement, le 26 avril
2022, ça faisait 125 ans que la Saint-Vincent-de-Paul-Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette a été fondée. Moi, j'ai des archives qui datent de 1940, là, des procès-verbaux de réunion. Mais effectivement, avant ça, je n'ai absolument rien. Donc, je pourrais demander à Mme Francine Gay pour aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Oui, bien, je ne serais pas étonné, en fait, si vous connaissez la date exacte en plus, d'aller voir dans les cahiers de délibération des marguilliers. Là, je suis certain qu'il y a probablement une mention là, autour de ces journées-là. Je ne serais vraiment pas curieux. Parce qu'il y a ça aussi, là, je ne l'ai pas dit, mais il y a les délibérations des marguilliers. Qu'est-ce qu'ils se disent là, quand ils font leur réunion, là, puis il y a un procès verbal de ça, puis tout ça est aussi conservé aux archives là, de la paroisse, effectivement. C'est sûr que je vais chercher mon nom. Merci, M. Louis-Philippe Gay. Louis-Philippe Godreau. Hein? Gay, c'est Mme Francine Gay qui venait d'écrire, de vous écrire qu'elle avait. Ça lui ferait plaisir de vous rencontrer. Alors, Francine Gay a écrit à Louis-Philippe Godreau qu'elle veut vous rencontrer à la paroisse à ce sujet. Voilà. Alors, Mario, oui. Tantôt, dans un document, là, une signature, il y avait Émilien Rochette. Oui. Candidat de l'Union nationale. De l'Union nationale, qui a été élu. Oui. Et qui a été député du comté de Québec, je pense qu'on s'appelait. Et quand ils ont construit ce qui est Roger Comtois maintenant, là, oui. Qui est la rue des boulevard des étudiants, elle avait été nommée Émilien Rochette. Exact. À l'ouverture de l'école, boulevard Émilien Rochette. Tout d'un boulevard coup, des étudiants, oui, c'est ça. C'est devenu boulevard des étudiants. Le gouvernement a changé, puis il a perdu son nom. Là. Il y a d'autres endroits qui l'ont gardé, là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans le comté. Là, mais... C'est quand même étonnant qu'un gars élu, vivant, se fait nommer boulevard, là où il y a une polyvalente qui se fait construire, si on veut, dans son gouvernement. Regarde les années de construction, puis... Denis, quels étaient les constructeurs de l'hôpital Chauveau? C'était-tu le docteur Rochette ou... Le docteur La Rochelle. La Rochelle. Ouais. La Rochelle qui a fait construire l'hôpital. Qui lui aussi avait fait du lobbyisme auprès de l'Union nationale pour obtenir la construction de l'église ici, là, à Loretteville. Il l'a construit, sans avoir toutes les subventions et les autorisations. Là. Effectivement. Ça a été... Donc, il y a un lien avec l'Union nationale. On l'avait vu, son nom est en dessous d'Émilien Rochette. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai entendu dire, moi, j'habite sur la rue maintenant qui s'appelle la rue des Récollets, qui est à la rue des Laurentides, une rue entre l'hôpital et l'ancienne Saint-Joseph, qui a changé de nom aussi, mais quand ils ont le développement date de 1960 à peu près, et ce qu'on s'est fait dire, parce qu'il y a beaucoup de roches dans nos terrains, et ce qu'on s'est fait dire, c'est quand ils creusaient l'hôpital, comme les terrains appartenaient au docteur La Rochelle, ben ils garochaient la roche ici. Ah ouais? Ouais. Alors, planter un arbre ici, là, tu y penses. Merci, Francine. Monsieur Godreau, vous vouliez ajouter quelque chose, je pense? C'est-à-dire que je ferai un message par rapport aux 3 familles d'immigrés qu'on a reçues de l'Ukraine. Oui. Allez-y tout de suite, là, à moins qu'il y ait d'autres questions là, précises là, sur les archives de la paroisse. Là, Ces 3 familles-là, c'est 3 femmes avec 3 enfants qui sont arrivées vendredi dernier. Ils sont logés au presbytère Sainte-Monique-les-Sauves. Nous, l'accueil Saint-Ambroise et la Saint-Vincent-de-Paul, on leur a donné pour 600 $ de nourriture à peu près dans l'après-midi. Donc, puis la Saint-Vincent-de-Paul s'est engagée à donner 1 500 $ en bon d'achat chez Maxi pour la suite des nourritures et on s'est engagé, nous, à les nourrir pour l'année. Et le vestiaire aussi, si jamais ils ont besoin de vêtements. Donc, puis là, actuellement, il y a beaucoup. C'est la paroisse, dans le fond, la grande paroisse qui les a accueillis, qui a fait des démarches pour les avoir. Maintenant, là, on est pris avec beaucoup de personnes veulent donner des dons. Mais ces gens-là, ils n'ont pas besoin de dons. Si vous voulez faire des dons, faites des dons en argent à la paroisse ou à la Saint-Vincent-de-Paul de Loretteville pour nous aider un petit peu à financer tout ce projet-là. Donc, ça ne donne rien. Là.
Ils n'ont pas besoin d'objets, là, si je comprends bien. C'est ça. Là, je pense qu'ils sont rendus avec 12 TV. Donc, dans le fond, là, ils ont 3 chambres. Ouais. Ça ne donne rien. Donc, des objets, on n'en a pas besoin. La nourriture, la Saint-Vincent-de-Paul, puis l'accueil, on s'en occupe. Donc, les vêtements, ben, le vestiaire Saint-Ambroise et le vestiaire de l'ancienne Lorette aussi va s'en occuper. Donc, dans le fond, c'est plus des dons en argent qu'on aurait besoin si jamais il y avait des choses. Puis, je sais qu'il y a même des gens là, qui offrent aussi des offres d'emploi, parce que c'est des jeunes femmes de 33, 31 ans. Donc, mais il faut leur laisser le temps d'arriver aussi. Là. Ils se débrouillent un petit peu en anglais, pas du tout en français, mais donc, ça ne donne rien là, de venir porter des dons pour les Ukrainiens, les Ukrainiennes, dans le fond. Là. Si vous avez des dons à faire, faites des dons en argent. Merci beaucoup. Que les enfants sont d'âge scolaire ou… Il y a un enfant de 11 ans, un de 8 ans, puis un de 6 ans, je pense. Deux garçons et une fille. OK. Mais, parfait. Puis si on veut entrer en contact avec eux, on passe par vous. C'est-à-dire qu'on ne conseille pas d'entrer en contact avec eux. C'est bon. C'est d'entrer en contact avec la paroisse. C'est Mme Luce Dubé, je pense, qui s'en occupe. Donc, tout devrait passer par eux, par la paroisse. Alors, vous pouvez passer par moi aussi. Oui. J'ai un contact particulier avec eux. C'est bien. Chantal Lavoie demande ici, y a-t-il des gens qui leur offrent des services de traducteurs? Oui, mais on sert beaucoup là, de l'Internet. Google Translate. Google Translate, etc. D'accord. Mais la Saint-Vincent-de-Paul régionale, on a aussi effectivement fait appel à des traducteurs qui nous aident, mais on se débrouille très bien en anglais. D'accord. Mais pour les accompagner, les services d'accompagnement. Effectivement, sur les produits, c'est écrit en français et en anglais. Puis, OK. Ça fonctionne. Super. Écoutez, comme groupe, comme communauté, je pense que je suis fier du geste qui a été posé d'accueil par la paroisse. Là, Madame Gay, vous transférerez en mon nom, mais au nom des membres de la Société d'Histoire, nos remerciements et nos félicitations. Puis ça va nous faire plaisir si elles en ressentent le besoin de visiter leur quartier puis d'aller se promener à la chute ou quelque chose comme ça. Là, on peut être là pour eux autres. Est-ce que ce sont des gens qui retourneront en Ukraine ou c'est des gens qui vont s'installer ici? Aucune idée. Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient contents la première nuit de vendredi à samedi de dormir en paix. Donc, je pense qu'il faut leur laisser le temps aussi de s'acclimater. Puis, il n'y a pas de mari, là. Ils sont à la guerre. Parce que leurs maris sont restés pour participer à la guerre. Là. Exact. Ils sont encore vivants, là. En tout cas, ils l'étaient au moment où ils sont partis. Jusqu'à date. Okay. Merci, M. Godot, pour ces précisions-là. Là, ça nous touche là, vraiment. Là, Mme Gay nous dit qu'il est trop tôt pour répondre à ces questions. Là. Bien sûr, on le comprend bien aussi. Laissons-le arriver, puis je pense que faire des dons en argent, c'est la meilleure chose à faire pour le moment, là, au besoin. Alors, écoutez, allez-y, M. Godot. Faites-nous confiance. Moi, je dois quitter un transport à faire d'un petit fils. Là. Super. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, merci beaucoup, M. Godreau. Puis, j'en profite maintenant pour conclure. En fait, il est 21h. En fait, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été. Là, il semblerait que les histoires de pandémie sont en train tranquillement de se calmer, on va dire ça comme ça. Jusqu'à la 7e vague. On ne le sait jamais. On va le croire quand on va le voir, comme on dit. Alors, bien écoutez, là, nous, à la Société d'Histoire, en fait, on est capable de fonctionner à distance. Si on doit fonctionner à distance à l'automne prochain, on le fera. Sinon, on pourra fonctionner en présence. C'est trop tôt pour qu'on prenne des décisions maintenant à savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'automne. Chose certaine, notre priorité pour le moment, en fait, c'est de rentrer et de reclasser le matériel. Comme disait Francine tantôt, là, il y a des choses chez moi, il y a des choses chez elle, il y a des choses chez Hugo, à gauche, à droite. Donc, il faut essayer de tout ramener ça, de tout réorganiser, puis de s'assurer qu'on
qu'on est capable de tout retrouver aussi, là, pas parce que ce n'est pas dans le local, mais parce que c'était placé à un endroit précis, là, tel document, dans telle filière, telle tablette. Par exemple, là, moi, chez nous, j'ai des grands formats. Là. C'est pour ça qu'ils sont chez nous, parce qu'on ne les a pas envoyés déménager. J'ai des gros documents, là, gros comme mon bureau. Là, puis là, ben là, j'ai un rosaire Odette d'un orignal là, énorme. Là, puis il faut le replacer où il était à la bonne place. Vraiment, là, ça va prendre plusieurs semaines, voire mois. Là, puis je pense qu'on va souligner ça de belle façon, en fait, lorsqu'on va se retrouver à l'Assemblée générale au mois de septembre prochain. Clairement, là, je pense qu'on est dû pour faire quelque chose d'un petit peu festif après cet hiver, printemps, un peu difficile pour nous à la Société d'Histoire. J'en profite pour féliciter tout le monde, là, tous les bénévoles de la Société d'Histoire, puis tous les bénévoles hors CA aussi, là, Bernard Poirier, Vincent Savard, Madeleine Vézina, là, qui nous ont aidés. La mère de Hugo, le petit frère de Hugo, tout le monde qui nous ont aidés à mopper le plancher et essayer de sauver les meubles. Puis Claude Martel, le mari de Francine également, là, qui a été là tout le temps. Là. Je tiens à remercier tout le monde pour ça. Parce que parallèlement au mercredi de l'histoire, ben ça se tramait aussi, là, le déménagement. Là. Je ne sais pas combien de fois nos boîtes ont été déménagées. 4 fois, ouais, toujours avec un petit pincement au cœur de merde, où est-ce que ça s'en va, ça va-tu être correct, ça va-tu être lancé n'importe comment ou placé correctement, tu sais. On a vécu ça, là, ça a été difficile, honnêtement, mais écoutez, l'année 2022 n'est pas finie, puis je pense qu'à l'automne prochain, ça va être un nouveau départ, puis clairement, on a bien hâte de recommencer puis de vous voir. Alors, Mme Falardeau, merci beaucoup pour ce gentil mot, là. Merci pour ces belles soirées. C'était notre 7e cette année. Le dernier, mercredi de l'histoire, puis ben, je vous remercie d'avoir été là. Oui, Juste une petite question avant de partir. La cotisation, ça se paye à l'automne, ça? Oui, mais si vous voulez la payer à l'avance, là, on peut vous organiser ça aussi. Là. À l'automne, Mme Savard. Okay. Ouais. Ça, on va faire un blitz là, pour dire si c'est le temps de vous inscrire, tout ça. Là, mais d'ailleurs, je pense que vous êtes pas membre pour 2 ans, vous? En tout cas, je vérifie. Ouais, j'avais envoyé 2 chèques, je pense à un mois ça, vous êtes membre pour 2 ans. Mario, moi, avant de quitter, je voudrais simplement rappeler aux gens qu'à la fin du mois de mai, 27, 28, 29 mai, c'est le congrès de la Fédération Histoire Québec à l'Hôtel Delta, ici sur René Lévesque, et que le samedi matin, nous avons un excellent conférencier qui est M. Mario Lucier. Alors, alors je vous invite à consulter le site de la Fédération Histoire Québec pour connaître quelles sont les conférences. Vous pouvez vous inscrire à tout le congrès, mais vous pouvez vous inscrire aussi par conférence. Alors, allez sur le site de la Fédération d'Histoire Québec, puis alors c'est à la fin mai. Merci, Francine, pour le rappel. Petit mot, Mario, le 15 mai, sur la promenade Racine, fête du printemps, Société d'Histoire se représente, comme une quinzaine d'organismes aussi. Alors, venez vous Québec et le 15 mai, c'est comme de 11h30 à 2h30. Donc, en avant de l'église, en avant du presbytère, puis on va être là comme organisme. Éphémère, Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour le rappel, Denis, également. Alors, sinon, ben, écoutez, je vous souhaite bon été, puis ben là, c'est vrai, puis on se quitte, puis on se revoit à l'automne prochain. Si vous avez besoin d'informations, on est toujours disponible par courriel ou sur notre page Facebook aussi, gênez-vous pas pour nous contacter. Ça va toujours nous faire plaisir là, de vous trouver des réponses ou d'essayer d'en trouver au besoin. Et c'est sûr que le temps est si longtemps que tout le stock n'est pas rentré, on ne peut pas trouver toutes les réponses, là, mais on sait qu'elles existent, puis éventuellement, on va vous les trouver. Quelque part. Quelque part dans une boîte. Dans une galaxie près de chez nous. Oui, c'est ça. Merci, Charles, pour le gentil commentaire là, également. Alors, ben, merci tout le monde, puis ben, on se revoit à l'automne prochain. Salutations à tout le monde, puis si vous nous écoutez sur YouTube, ben, lâchez pas, continuez à nous écouter. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonsoir. Merci, Mario. Merci. Bon été. Merci.